Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Desroches, Annecy. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, j'ai répondu à l'appel du CLUSIF pour venir vous présenter en effet ce guide jaune, mais également, pourquoi pas, j'ai bien compris qu'après il y a une table ronde qui est organisée, qui va de près ou de loin toucher à ces thématiques-là. Et donc l'idée c'est également, pourquoi pas, de lancer quelques pistes d'échange là-dessus. Donc pendant une quinzaine de minutes, moi je vais vous présenter ce qui a conduit à faire ce guide, et puis les fondamentaux, les clés de succès qu'on en a retirées pour mener une analyse de risque et une sécurisation d'une application web, d'un produit, d'un système qui serait développé selon une démarche agile. Alors, quand on parle sécurité, moi j'aime bien planter le décor et rappeler un peu la menace. Donc ici vous avez alors un exemple tiré de faits divers qui en général datent de moins de 6 mois et qui vous présente un certain nombre de cas, d'incidents, d'attaques informatiques. Il ne vous échappe pas, alors moi je n'ai pas prévu de les passer en revue, ce n'est pas le but. Simplement, ce que vous allez constater à travers ce florilège, c'est qu'on est face à des attaquants qui, de plus en plus, vont s'intéresser à notre vie quotidienne, les objets connectés, un stimulateur cardiaque, le service de vélo en libre service de Copenhague. Et ça, c'est une réalité donc, qui nous touche et qui montre que notre quotidien, donc, qui se numérise de plus en plus, fait l'objet d'un attrait important de la part de groupes d'attaquants, de plus en plus d'ailleurs pour l'argent, et que du coup, un jour ou l'autre, nous, en tant que citoyens, de toute façon, on sera concernés par une attaque informatique qui nous touchera indirectement ou pas. Et j'ai également choisi ces exemples pour vous montrer que dans la salle, on a certainement des personnes qui contribuent à faire des développements de services, d'API, d'applications, donc de services dématérialisés. Et une des problématiques, c'est de se dire, dans cette course, qui est le développement de services, d'applications, d'API, souvent en démarche agile, il ne faut pas oublier la sécurité. Ici, vous avez une tendance, encore une fois, sur la menace numérique. Donc, moi, je vais m'intéresser à deux choses. C'est l'agilité des attaquants, d'abord. Je discutais il y a quelques jours avec mon homologue de l'ANSSI qui s'occupe de la division réponse. Donc, la division réponse s'occupe, comme on s'en doute, à réagir en cas d'attaque avérée. Et je lui disais, parle-moi des attaquants, ils sont comment? Alors il m'a dit, les attaquants, ils sont agiles, ils sont de mieux en mieux organisés, ils cherchent à minimiser leurs coûts et à maximiser leurs gains. Les attaquants, ils vont chercher à trouver plusieurs entrées dans le système, exploiter des vulnérabilités, utiliser des faiblesses humaines, etc. Et l'attaquant, figurez-vous qu'il agit dans une démarche de management du risque. Et du coup, nous, la défense, il faut aussi qu'on utilise un peu les mêmes armes. Donc ça, c'est un point important. Un autre point, vous le voyez, ce sont les tendances majeures. Alors, qu'est-ce qu'on observe? La cybercriminalité, c'est ce que je veux mettre en avant. C'est quelque chose qui nous inquiète, en tout cas, pour lequel on a un œil très attentif. Hier encore, on recevait une entreprise du domaine de l'industrie et qui, d'après son appréciation du risque, considérait que le risque principal lié à la cybersécurité, c'était le fait qu'un attaquant veuille faire exploser une de ses installations en faisant monter la pression ou quelque chose comme ça. Nous, on a regardé un petit peu, on lui a dit non, votre premier risque, c'est simplement que vous preniez un rançongiciel qui va vous empêcher de bosser et ça va vous coûter X centaines de milliers d'euros par jour. Et c'est ça votre premier risque. Donc une des leçons à retenir, c'est quand on développe une application, un service, sachez que si vous vous inscrivez dans une création de valeur, un jour ou l'autre, vous aurez un petit malin, un groupe plus ou moins organisé qui se dira moi je vais casser cette création de valeur et je vais demander de l'argent à la place. Pour vous donner une idée, au cours du premier trimestre 2019, on a eu à l'ANSSI autant de signalements que pour toute l'année 2018 concernant des attaques par rançongiciel. Donc on considère que c'est parmi le top 3 des menaces à considérer. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, il
face à ça, il y a à peu près 2 ans, on a été voir nos cousins de la DINSIC. Vous connaissez la DINSIC, ça vous parle? Donc la direction interministérielle du numérique, hein, pour faire simple, de l'État. Et on se dit, il y a de plus en plus de services qui sont développés en mode agile. Les méthodes d'appréciation du risque ne sont pas forcément adaptées à ça. Et du coup, c'est décourageant pour un chef de projet, pour une équipe produit, de mener une analyse de risque quand elle est en mode agile. Et d'ailleurs, elle dit c'est pas possible. Et donc, vous voyez, on a essayé de résoudre cette dichotomie qui est de mettre de l'agilité dans la sécurité, voilà, parce qu'on peut en faire, pour pouvoir inciter les équipes produits à mettre de la sécurité dans leur agilité. Et c'est tout l'objet de ce guide qui a été développé donc, en partenariat entre l'ANSSI et la DINSIC. C'est un guide que moi j'ai co-rédigé avec un agiliste. Et un des enjeux, ça a été de répondre à trois problématiques que vous avez ici. D'abord, pour encourager une équipe produit à faire de l'analyse de risque en mode agile, il faut évidemment s'adapter à son écosystème, sa façon de travailler. Et donc le premier, c'est que la démarche d'analyse de risque, elle doit être intégrée dans les us et coutumes de l'équipe produit. Vous allez dire, oui, c'est très bien, on pouvait s'en douter. Néanmoins, quand vous inscrivez ça comme credo dès le départ, vous arrivez à quelque chose qui, normalement, doit répondre aux besoins. Typiquement, dans l'analyse de risque, si l'équipe agile utilise un wiki, par exemple, en guise de backlog, l'analyse de risque, elle produira des user stories qui seront inscrites dans ce backlog. On ne va pas demander autre chose. Donc ça, c'est un point important. Un autre point, c'est ce qu'on appelle la courbe de diffusion du produit. Alors, de quoi on parle? Comme vous imaginez, quand on développe souvent un service, un produit en démarche agile, l'objectif, c'est créer de la valeur au fur et à mesure, de façon alors à la fois itérative et incrémentale, auprès d'un public et un nombre d'usagers de plus en plus important. Et l'idée, c'est que l'analyse de risque doit trouver une adéquation entre le risque lié à la mise en service de ce service, qui peut être dans une ville donnée, par exemple. Je vous parlerai un peu du pass culture tout à l'heure. Et l'acceptation de ce risque. Donc un deuxième point, c'est au moment où on fait l'acceptation d'un risque, où on dit, tiens, ce serait bien de faire un peu plus de cloisonnement au niveau de ce service, on prend en compte la réalité du terrain et la surface de risque à laquelle on est exposé. Le troisième point, c'est l'atelier d'analyse de risque. Donc c'est le cœur de la démarche. Et vous verrez en parcourant le guide qu'on a organisé la démarche d'analyse de risque autour d'ateliers, donc classiquement, en mode sprint, c'est-à-dire que l'équipe produit va se réunir et va se poser des questions concernant la menace, le niveau de risque, son acceptation, la maturité également des futurs usagers à accepter ce risque. Un point essentiel, et je me souviens qu'on en avait pas mal discuté, c'était comment inciter des développeurs à intégrer la sécurité, ce qui est parfois quelque chose qui est gênant. On s'est dit qu'en fait, intégrer de la sécurité, ça doit être synonyme de créer de la valeur. Ici, vous avez un exemple, donc, qui est l'exemple qui figure dans le guide, qui est l'exemple d'un service de réservation de taxi en ligne, que vous utilisez certainement de temps en temps, où l'idée, c'est de mettre en relation des clients avec des taxis, avec une géolocalisation, etc. etc. Une des valeurs d'usage, c'est de permettre à un client de pouvoir réserver, héler virtuellement un taxi. Et à cette notion de user story, on a associé une notion d'abuser story, qui est ni plus ni moins qu'un scénario de risque, donc quelque chose qui va mal tourner. Et cet abuser story, donc ça c'est un point important, c'est quelque chose qui va contrarier la valeur d'usage. Et donc pour le développeur, il se dit, moi ma valeur d'usage, ce que j'apporte à mon usager, ça peut être contrarié par une attaque informatique ou par un détournement d'usage, un abus d'un client. Et du coup, dans la démarche d'analyse de risque, dès qu'on a identifié ces scénarios d'attaque, ces scénarios d'abus d'usage de la part d'un usager ou d'un cyberattaquant, les mesures de sécurité qui vont résulter de tout ça, ça devient de nouvelles valeurs d'usage. Et c'est donc intégré de façon continue dans le backlog du produit. Et là, vous avez un exemple, j'ai pris
de façon assez particulière un exemple d'abuser story, donc de scénario de risque, qui relève non pas d'une attaque informatique, puisque là on a un client de mauvaise foi qui va, ça peut être d'ailleurs un concurrent, qui va héler un taxi et puis qui ne va pas respecter on va dire une sorte de charte d'engagement et qui va voir un autre taxi passer, qui va prendre cet autre taxi et le taxi qui a été commandé, il arrive, il n'a plus de clients. Ben là, vous voyez, dans les valeurs d'usage qui ressortent, l'idée, ça va être de voir comment on peut réduire ce risque. Là, je fais une petite pause. Un des enseignements de l'appréciation d'un risque sur un service dans le domaine cyber, c'est évidemment prendre en compte les risques qui peuvent être liés à de l'atteinte à la confidentialité d'informations, notamment si ça relève de données à caractère personnel, évidemment. Vous allez vous intéresser évidemment à des cas de sabotage de votre service. Vous allez vous intéresser à des cas de fraude, de falsification, mais également à des cas de mauvais comportement d'usagers, de détournement d'usage, d'abus. Et donc retenez que cette méthode-là, elle adresse aussi bien les cas de cyberattaque classiques que également le risque d'un mauvais comportement. Un des conseils que l'on a, c'est de travailler dans cet atelier d'analyse de risque, travailler sur des risques concrets. Ici, vous avez un exemple de réflexion qu'on a menée, donc c'est issu d'un vrai atelier, au cours duquel on s'est dit, pour ce service de réservation de taxi, à quoi peut-on être confronté? Et vous voyez, on est reparti de quelque chose de concret. On ne s'est pas posé la question en entrant en disant est-ce qu'il faut chiffrer, est-ce qu'il faut cloisonner? Ça, c'est venu naturellement. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Et qu'est-ce qui me semble pertinent? Vous en avez, le concurrent, qui veut tout simplement saboter le service pour le discréditer. Atteinte à l'image, je casse le service, et moi, concurrent, j'occupe le terrain. Vous pouvez même avoir jusqu'à la fin une officine privée de type détective ou journaliste qui va utiliser ce service, qui va le détourner pour pouvoir suivre des personnalités connues, un homme ou une femme politique. Donc vous voyez, le conseil, c'est quand vous commencez un atelier d'analyse de risque, plantez le décor, comme ça vous captez l'attention en mettant en scène des profils d'attaquants, ce qu'elles voudraient faire, et puis d'évaluer dans ce groupe-là ce qui vous semble pertinent. Et j'en viens à une autre règle d'or. Dans l'approche agile de l'analyse de risque, on ne cherche pas à faire une cotation fine de la gravité du risque, de sa vraisemblance. On cherche à dire est-ce que c'est pertinent ou pas. C'est ça qui est important. Et donc la pertinence, c'est oui, je retiens, non, je ne retiens pas. Et là, vous allez gagner du temps également. Ensuite, oui, alimentez votre backlog. Ici, vous avez un exemple donc, qui n'est pas lisible, mais ce n'est pas le but, d'atelier qu'on a mené avec la DINSI, qui concerne la dématérialisation d'un service qui permet de... Alors attendez, je reprends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, qui permet de faire des demandes de prestations handicap. Donc un des ministères fait appel à la DINSI pour dématérialiser ces demandes de prestations handicap. On a passé à peu près 1h30 à faire un atelier d'analyse de risque pour évaluer comment un petit malin pourrait arriver à obtenir des subventions de façon frauduleuse, comment un attaquant pourrait pouvoir atteindre la base de données qui contient des informations assez personnelles pour la récupérer, et en direct, au fur et à mesure qu'on identifiait donc des risques, qui sont des abuser stories, des petites histoires, on identifiait avec une couleur de post-it les mesures qui étaient déjà prévues pour couvrir ce risque. Et si on estimait que c'était insuffisant, on prenait un post-it d'une autre couleur pour dire ce serait bien d'enrichir le backlog avec telle ou telle nouvelle user story que l'on notait en direct. Vous voyez comment les choses se font de façon fluide. Vous pourrez me poser des questions. Je n'avais pas prévu d'en dire beaucoup plus. Vous trouverez différentes ressources sur le site. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Ouais. Alors dans ce cas, je vais vous montrer concrètement sur quelle thématique on vous invite à mener votre analyse de risque. Ok, c'est lisible. L'analyse de risque, vous l'avez compris, son point de départ. Ouais, très bien, comme ça je pourrais répondre à des questions. L'analyse de risque, son point de départ, c'est
la valeur d'usage, les user stories. Et vous allez ancrer, comme je le disais, la sécurisation de votre service sur ces user stories. Donc c'est le point de départ. Et comment ensuite vous traduisez ces user stories en de nouvelles user stories de sécurité, on va dire ça, vous avez comme fonction de transfert le risque, l'abuser story. Et donc vous vous intéressez pour chaque user story, est-ce qu'elle revêt un caractère d'enjeu de sécurité? Ah ouais, si elle est indisponible pendant plus de quelques heures ou quelques minutes, c'est quand même embêtant parce que on va perdre la confiance de nos clients. On va pas pouvoir assurer un service qui peut être un service dans le domaine de la santé, par exemple. Donc, il peut y avoir quand même des problèmes. Une autre question, c'est de dire, oui, mais alors si ces données-là, elles revêtent un caractère plutôt de confidentialité, parce que si elles se retrouvent dans la nature, on va avoir des problèmes judiciaires, donc ça peut aller mal. Donc, vous voyez, pour chaque user story, identifiez rapidement. Faites pas une cotation, ça ne sert à rien de coter de 1 à 4 le besoin en disponibilité, intégrité. Ce n'est pas le but. C'est dire là j'ai un enjeu d'intégrité fort. Et donc on note. Et ensuite, vous repassez les user stories qui ont été colorés et vous dites qu'est-ce qui peut être gênant si un attaquant venait à faire quelque chose. Et c'est là où vous imaginez des profils d'attaquants, mafia ou étatiques, on ne sait jamais, des activistes, des amateurs, un vengeur, et vous imaginez ce que la personne voudrait mener comme action négative. Et donc vous décrivez un risque sous forme d'un abuser story qui est une histoire, une petite histoire qui montre un préjudice à cette valeur métier. Et à la fin, dans l'étape 5, à partir de vos scénarios qui sont évidemment rattachés à votre architecture, à un moment donné, vous avez une architecture, vous allez utiliser un socle, par exemple un socle d'application, vous allez utiliser une architecture particulière, vous allez voir comment l'attaquant aura la facilité de le faire. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'évaluer sa vraisemblance, c'est de dire on pense qu'il serait facile pour un attaquant de faire une attaque frontale sur ce service qui est directement exposé à Internet. Par exemple, prenons le site du comité d'entreprise d'une entreprise, on peut se dire, tiens, l'attaquant, il va essayer de piéger ce site. Pourquoi? Parce que tous les salariés de l'entreprise vont sur ce site du comité d'entreprise. Donc avec ça, il pourra peut-être arriver à piéger l'ensemble du site, ça c'est déjà vu. Et à la fin, donc, vous arrivez à des risques et à de nouvelles valeurs d'usage, nouvelles valeurs métiers qui vont couvrir ce risque. Globalement, un atelier ne dépassait pas 2 heures déjà. De toute façon, moi j'ai eu l'occasion de participer à des ateliers d'une demi-heure. Alors là, c'est un peu la limite de l'exercice. Mais un atelier entre 1h30 et 2 heures, c'est suffisant pour planter le décor, identifier des risques. Ensuite, vous allez travailler de façon itérative et ou incrémentale en fonction du rythme de l'équipe produit. Par exemple, dans l'exemple du taxi, à un moment donné, on va s'intéresser plus précisément à la fonctionnalité de géolocalisation du service. Bon, on avait identifié que s'il y a un petit malin qui fait une attaque en intégrité sur les données de géolocalisation, le taxi va se pointer à un endroit où il n'y a pas de client, ça pouvait être gênant. Quand on va faire le sprint relatif à cette fonction, on va peut-être s'intéresser de façon plus détaillée à des modes d'action, d'attaque qui pourraient contrarier cette fonction. Donc, vous voyez, vous vous adaptez au rythme et vous rentrez petit à petit dans les différentes fonctionnalités. Voilà.